Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Être une femme dans la tech, c'est pas si facile. Mais pour promouvoir la diversité des entreprises du secteur, les initiatives se multiplient. Alors, où sont les femmes dans l'économie numérique? On en parle avec notre invitée, la serial entrepreneuse et auteure Géraldine Lemeur. Créer une prothèse en 1 minute, c'est possible grâce à un scanner et une nouvelle technique de modélisation en 3D, un jumeau numérique qui ouvre la voie à une hyper-personnalisation de la médecine. Démo à suivre. Mais d'abord, selon l'UNESCO, seulement 26% de femmes travaillent dans la sphère technologique. 56% d'entre elles quitteraient même leur fonction en cours de carrière dans les sociétés high-tech. Alors, comment briser le plafond, ou plutôt le clic de verre dans l'économie numérique? Pour en parler, Géraldine Lemeur est notre invitée. Bonjour Géraldine. Bonjour Marjorie. Alors vous êtes ce qu'on appelle une serial entrepreneuse. Première boîte à 23 ans. Aujourd'hui, vous co-dirigez le fonds d'amorçage The Refiners entre Paris et San Francisco. Et vous êtes surtout l'auteur de ce tout premier ouvrage, Comme elle, entreprenez votre vie. Alors ça y est, on peut dire qu'on peut le faire, nous aussi. Mais oui, on peut le faire. Il suffit juste de recadrer les rôles modèles dans la vie réelle. Et c'était l'objet du livre. C'était voilà, de dire qu'on est des femmes comme tout le monde. Et j'ai 29 autres femmes qui témoignent dans le livre avec moi pour voilà, rendre le champ des possibles ouvert à toutes. Est-ce que ce que j'appelais tout à l'heure ce clic de verre, ce plafond de verre, il est universel? Vous qui connaissez bien à la fois la sphère de l'économie numérique dans la Silicon Valley et en Europe, est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais élèves en la matière? Alors, bon, la vision que j'ai, elle est à la fois la France et les États-Unis. Je pense que en fait, tout le monde est à peu près logé à la même enseigne en ce moment. Et peut-être la France, finalement, a des petits cliquets, donc des petits clics qui permettent d'aller un peu en amont de tout ça, parce que les mamans sont peut-être mieux accompagnées. Donc, il faut aussi pas toujours penser qu'aux États-Unis, c'est mieux. Je pense qu'il y a à peu près 12% d'ingénieurs qui sont des femmes dans la Silicon Valley, dans toutes les grosses boîtes. Si on regarde les équilibres hommes-femmes, il n'y a guère que Netflix qui arrive à péniblement 43%, je crois, de la masse salariale qui sont des femmes. Donc non, il y a beaucoup de choses à faire bouger. Et je ne crois pas que la France soit forcément un parent pauvre. On est à peu près tous au même niveau, malheureusement, au mauvais niveau. Ce qui veut bien dire que l'économie numérique, c'est aussi une question de société numérique et de société plus inclusive, notamment pour les femmes, pour les aider à entreprendre leur carrière dans la tech. Mais est-ce qu'il y a des disparités en fonction des métiers? On peut observer que chez les VC, par exemple, il y a une majorité de femmes, en tout cas, qui arrivent à se dégager, tandis que pour l'instant, chez les métiers du développement et du code informatique, les développeuses sont encore pas si nombreuses que ça. Chez les VC, il commence à y avoir des choses qui bougent. On a encore quand même 64% des investisseurs américains qui sont avec des hommes. Mais bon, il y a des mouvements. Il y a le mouvement All Raise aux États-Unis avec des investisseuses américaines qui essaient vraiment de faire bouger les choses, notamment au niveau, par exemple, des boards, donc des postes d'administrateurs dans les entreprises. Et en France, on a bougé ces lignes-là il y a presque 15 ans, 10 ans, pour 50-50 dans les administrateurs. En Californie, c'était la semaine dernière, enfin il y a une dizaine de jours. Donc finalement, on se dit que des choses bougent. Et au niveau des ingénieurs, je pense que ça passe avant tout par l'éducation. Il faut aller au-delà voilà, des clichés. Je discutais avec une maman qui me disait que sa fille faisait une prépa à Louis le Grand, pour ne pas le citer, il y a 3 ans. Elle est maintenant à Polytechnique, cette jeune femme, et que les douches étaient mixtes. Je pense qu'il y a aussi ces leviers tout simples à lever. Alors on comprend, pour vous, les quotas, c'est une solution qui reste un mal nécessaire encore aujourd'hui. Elles sont où les autres solutions? Est-ce qu'on peut aller chercher du mentoring, évidemment des rôles modèles, parler de femmes qui vont nous inspirer pour faire carrière aussi? Oui, je pense que le mentoring et la sororité sont vraiment très importants, mais ça passe pas que par les relations de femmes entre femmes. Je pense que ça passe aussi par la transmission, en fait, aussi entre hommes et femmes. Et le mentoring est clé. Le mentoring, le rôle modèle, la capacité, et comme on l'aborde dans le livre, comme je l'aborde dans le livre, cette capacité à dire c'est possible, voilà comment nous on a contourné les problèmes, voilà comment on a sauté les barrières, et ça c'est clé. Comme elle, entreprenez votre vie, comme Géraldine Lemeur, mais aussi comme ces 29 femmes qui sont à la fois entrepreneuses dans la tech, mais pas que. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur le plateau de Tech24. Merci. Dans la série Comment vivrons-nous dans le futur, les architectes et urbanistes rivalisent d'idées pour repenser les immeubles de demain. Un ascenseur impressionnant est testé en ce moment même en Allemagne. Il se déplace à la verticale et à l'horizontale avec des rails magnétiques. Reportage avec nos confrères de France 2. Prendre l'ascenseur, c'était jusqu'ici quelque chose de très classique. Appuyer sur le bouton de l'étage désiré, attendre quelques secondes, arriver à destination.
Mais bientôt, l'expérience va changer radicalement. Voici l'ascenseur du futur. Sans câble, il va vous transporter vers le haut, mais aussi horizontalement. L'appareil est en train d'être testé dans cette drôle de tour, au beau milieu de la campagne allemande. C'est un fabricant d'ascenseurs qui l'a construite. Ses ingénieurs mettent la dernière main à ce projet inédit. Ce n'est pas un petit pas, c'est une révolution complète. Le système est complètement différent, ça n'a rien à voir avec les ascenseurs traditionnels à câble. Le seul point commun, c'est de transporter des personnes. La cabine se déplace sur des rails magnétiques. Des sortes d'aiguillages permettent de l'orienter dans le sens que l'on veut. Cela ouvre des possibilités nouvelles pour se déplacer rapidement dans un grand bâtiment. Justement, dans les métropoles, c'est la course au gigantisme. Des gratte-ciels de 300, 500, 800 mètres de haut. Problème, les ascenseurs traditionnels sont limités à 400 mètres. Au-delà, les câbles sont trop lourds. Il faut donc plusieurs puits, plusieurs cabines pour atteindre le sommet. Avec son nouvel ascenseur sans câble, ce fabricant allemand l'assure, il n'y a plus de limite de hauteur pour les nouveaux immeubles. Une avancée majeure qui va changer la physionomie des villes. On sait que dans 15 ans, il y aura près de 2 milliards de personnes en plus sur Terre. Nos villes vont donc être de plus en plus peuplées et de plus en plus denses. On a besoin de cette hauteur, il fallait trouver une solution. En l'absence de câble, on peut mettre plusieurs cabines dans le même puits qui circulent comme des rames de métro, le tout à la demande des usagers. Vous pourrez choisir votre étage sur votre téléphone. L'ascenseur pourra aussi savoir automatiquement où vous allez, car chaque jour vous descendez au 70e étage. Et il prendra au passage d'autres personnes qui veulent aller au même endroit. Comme il y a plein de cabines, on peut inventer de nouvelles façons de se déplacer. Dans la tour d'essai, les ingénieurs procèdent au dernier réglage avant la mise sur le marché du nouvel ascenseur. Et le temps presse. Un promoteur a déjà prévu d'en installer un dans une tour qui doit être achevée en 2021 à Berlin. Et on retrouve en plateau Guillaume Gralet du magazine Le Point. Allô Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors cette fois-ci, on prend plus que de la hauteur avec vous, puisqu'après les ascenseurs des villes, on va parler des ascenseurs de l'espace. Ils pourraient être capables de nous faire décoller comme si on remontait une piste de ski par un câble. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Un câble géant, un petit peu comme si les bronzés arrivaient dans l'espace. En réalité, l'idée, c'est de se rendre dans une station spatiale internationale, dans une orbite géostationnaire. Vous savez, là où la force centrifuge dépasse la force de gravitation, là où on peut habiter en quelque sorte. Mais pour y habiter, eh bien, il faut s'y rendre. Et pour s'y rendre, eh bien, c'est un vieux rêve humain qui avait été énoncé pour la première fois par un scientifique russe en 1895, Konstantin Tsiolkovsky. C'est un peu l'ancêtre de la théorie des fusées, et il avait imaginé une tour Eiffel géante dotée d'un énorme ascenseur, d'un gigantesque ascenseur qui nous permette d'aller très très loin. Aujourd'hui, il y a deux projets qui sont très intéressants. Il y a un projet à très court terme qui veut faire se déplacer des petites boîtes de 6 cm sur 3 le long d'un câble de 10 mètres tendu entre deux satellites. Ça, c'est à court terme, ça pourrait fonctionner très bien, mais surtout à long terme, il y a un projet d'une entreprise là aussi japonaise qui s'appelle Obayashi Corp, qui est basée à Tokyo et qui veut mettre au point des petites navettes sous forme d'ovale et qui vont nous permettre de faire voyager jusqu'à 30 personnes en même temps. Ça va aller à 200 km/h. Il faudra jusqu'à une semaine pour aller jusqu'à la Station spatiale internationale. Le seul problème, c'est qu'il faut attendre 2050 pour y arriver. On attendra 2050 s'il le faut. Allez, on part à l'autre bout du système solaire, cette fois-ci avec une mission à la découverte de Mercure qui prend son envol cette semaine. Oui, alors la mission s'appelle Bepi Colombo. C'est un hommage à un scientifique italien qui s'appelait Colombo, un mathématicien. C'est un projet double, à la fois de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence d'exploration spatiale japonaise. L'idée, c'est d'explorer ce qui est à la fois la planète la plus petite du système solaire et également celle qui est la plus proche du Soleil. Donc c'est Mercure, une planète où il peut faire jusqu'à de moins 180 degrés à 430 degrés, donc une très forte amplitude. Et une planète où on est très intéressé d'étudier l'environnement magnétique. En réalité, ce qui peut être intéressant parce qu'on est très proche du Soleil, c'est de réfléchir à des nouvelles formes de production d'énergie. C'est pour ça que les Japonais, vous savez, qui ont beaucoup souffert de l'explosion de la centrale de Fukushima, sont très intéressés. Et puis surtout, ça va nous permettre de redéfinir la théorie de la relativité qui nous avait déjà un petit peu aidé à décrypter les mouvements de Mercure par rapport au Soleil. Magnétisme quand tu nous tiens. Allez, tout de suite, c'est Test 24. Et cette semaine, on fait de la médecine sur mesure. On crée des prothèses en 1 minute grâce à un scanner et une nouvelle technique de modélisation 3D.
un jumeau numérique. Qu'est-ce que ça veut dire, Guillaume? Un jumeau numérique, Marjorie, qui va beaucoup aider les personnes qui souffrent de malformations. Et ce jumeau numérique, on le doit à une société qui s'appelle Anatoscope. Anatoscope, c'est une société qui est située à la fois à Grenoble et à Montpellier, une trentaine de personnes. Une trentaine de personnes qui va s'appuyer sur des images qu'on a déjà, les IRM, les rayons X par exemple, mais qui va surtout toutes les rassembler et utiliser le machine learning, c'est-à-dire la modélisation de milliers d'images pour recréer quasiment en temps réel des orthèses. Là, j'ai une orthèse qui peut aider un nouveau-né qui a une malformation du pied. Là c'est valable également pour les malformations du pouce, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on va s'intéresser également au mouvement des parties du corps et on va pouvoir réduire en fait la souffrance qui va être celle des personnes qui vont devoir porter ces orthèses. Cette société Anatoscope, elle travaille avec une autre société française qui est basée à Grenoble et elle travaille également avec le CHU de Grenoble qui s'appelle Chablot Orthopédie. Chablot Orthopédie, elle a mis au point ce casque de plagiocéphalie. Là, on va réduire, on va aider un nouveau-né également qui a une malformation de la tête à corriger cette malformation. À l'avenir, la société Anatoscope réfléchit à anticiper, toujours grâce à l'intelligence artificielle, le mouvement des tumeurs pour le cancer du sein. L'hyper-personnalisation de la médecine. Merci infiniment à vous, Guillaume. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages et on se dit à très vite en plateau.